Voilà un décor bien champêtre pour une enquête zoologique. Non, non, rassurez-vous, vous n'allez pas assister à une chasse aux papillons ou aux libellules. Le Sherlock de la zoologie est toujours sur la piste de bêtes bien plus fantastiques. Oui, vous avez bien vu, c'est un saurien préhistorique. Mais alors, ce n'est pas dans un humble canot que nous voyageons, c'est dans la machine à explorer le temps. Voici comment se représentaient les grands reptiles du secondaire il y a un siècle à peine. Pour vous le montrer, je vous ai entraîné aujourd'hui dans le parc de Crystal Palace à Sydenham, dans les environs de Londres. Ces reconstitutions en ciment sont ici depuis 1853 et sont dues à un certain Waterhouse Hawkins. Certaines d'entre elles sont encore assez valables, comme celle du plésiosaure et de l'ichthyosaure que vous avez vu, mais d'autres sont absolument fantaisistes. Par exemple, les tortues à moustache en guidon de bicyclette, et qu'on appelait alors le Missourium, étaient dues à l'imagination débridée d'un paléontologue qui était d'ailleurs un peu mystificateur, le docteur Koch. En réalité, ce monstre était né de l'imagination de ce Koch et se fondait sur des ossements de mastodontes. Ce qu'il y a de plus intéressant ici, en fait, c'est cette reconstitution-ci, qui est celle d'un iguanodon, parfaitement un iguanodon. On sait aujourd'hui que cet animal n'était pas du tout semblable, il n'était pas quadrupède, il se tenait dressé. Ce qui est certain, c'est que les naturalistes de l'époque étaient très fiers de ces reconstitutions et que lorsque ce parc d'agrément fut inauguré, ils organisèrent un grand banquet ici, qui était présidé par le cuvier britannique Sir Richard Owen. Et il y avait parmi les convives toutes les notabilités de la zoologie de ce temps, par exemple Edward Forbes ou le grand Gould. Les invitations étaient rédigées sur la représentation, suprême raffinement, d'une aile de ptérodactyle. Vous m'avez suivi ici à des millions d'années de distance, vous me suivrez bien un siècle en arrière. Je vais vous entraîner au sein même de ce banquet. Passons sur les détails du menu et venons-en tout de suite au dessert et au discours qui l'accompagne habituellement. Vous me suivez? Messieurs et très estimés collègues, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée ici, au sein même d'une reconstitution d'un iguanodon, pour féliciter M. Waterhouse Hawkins pour le soin admirable et la conscience avec laquelle il s'est efforcé de produire ces modèles de reptiles antédiluviens, ce qui lui vaut aujourd'hui le succès le plus marqué. Ce fut pour moi une source de plaisir extrême dans une entreprise aussi importante que d'aider de mes lumières et de mes directives un gentleman qui alliait les qualités rarement combinées de l'anatomiste, du naturaliste et de l'artiste, en même temps que la docilité et la passion de la vérité qui ont assuré aux méticuleuses reconstitutions de M. Hawkins la plus grande conformité avec nos connaissances les plus récentes.
Ce genre d'exploit, nous le devons essentiellement au raisonnement génial par lequel notre collègue français Georges Cuvier et d'autres spécialistes de l'anatomie comparée comme Dean Buckland et Gideon Mantell sont parvenus à reconstituer des animaux dont seuls de maigres débris avaient été d'abord soumis à leur étude impatiente, mais qui, lorsqu'ils furent par la suite complétés, servirent à développer et à confirmer leur conception hardie. Je ne connais pas d'exemple plus frappant à cet égard que leur reconstitution du dinornis, du mégalosaure et de l'iguanodon. Ce que Sir Richard oublie de nous dire, c'est que lorsqu'il y a 30 ans, on a soumis à Cuvier les premières dents que l'on avait trouvées de l'iguanodon, il a répondu, après des semaines de réflexion, que c'était peut-être les incisives d'un rhinocéros. Et ce n'est pas tout. Quand plus tard, on lui a apporté des ossements du dit iguanodon, il s'est récusé et a décrété que ces restes étaient peut-être ceux d'un hippopotame. Un hippo, vous vous rendez compte? Prendre un reptile pour un mammifère? Bon appétit, messieurs. Oh, je ne parle pas de votre dîner, mais de Georges Cuvier que vous êtes en train de dévorer à pleines dents. Vous étonnez de mon accoutrement. Je viens d'une époque future, d'une époque qui en sait plus que vous sur les iguanodons. Vous moquez là des diagnostics que Georges Cuvier a d'abord portés sur la nature zoologique de l'iguanodon. Bien sûr, il se trompait en le prenant pour un mammifère, il l'a d'ailleurs reconnu. Mais vous ne vous trompez pas moins en vous le représentant comme ça. Sur quoi? Sur la foi d'un croquis de M. Gideon Mantell. Dans 35 ans, en 1878 exactement, on découvrira des squelettes entiers d'iguanodons en Belgique, dans un charbonnage. Et à ce moment-là, on s'apercevra que l'iguanodon n'était pas du tout semblable. Il ne ressemblait pas du tout à votre espèce de rhinocéros à écailles, aussi reptile fut-il. Bon, ces messieurs sont bien pardonnables d'être incrédules. Mais le seraient-ils encore s'ils pouvaient voir aujourd'hui les iguanodons conservés à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, où M. Guy Élie Quinet va nous donner des précisions sur eux, en l'absence du docteur Edgar Casier, dont il est l'assistant, et qui a écrit un maître-livre sur ces bêtes fossiles. Elles ont été découvertes donc à Bernissart, qui est un petit village du Hainaut, très proche de la frontière française, au sud du canal Nimy-Blaton. Je vous disais, découverte faite au mois d'avril 1878 à la fosse Sainte-Barbe, fosse numéro 3. À quelle profondeur environ? Aux environs de 300 mètres. L'ensemble des découvertes ont été faites de 322 à 356 mètres. Cette découverte a été faite d'une manière tout à fait absolument fortuite. C'était à l'occasion de travaux, de charbonnage, enfin, donc absolument aucun travail scientifique. Immédiatement, le musée, parce qu'à l'époque c'était le musée et non pas l'Institut des sciences naturelles, a été alerté et les hommes de science se sont précipités sur l'occasion. En fait, ces animaux ont été découverts chacun dans cette position-ci, mais pas dans une position relative semblable à celle-ci. Absolument pas. L'ensemble de la vitrine ne correspond pas au gîte à proprement parler. Chacun des spécimens est naturellement dans sa position d'origine, position originale, mais l'ensemble des spécimens a été groupé comme ceci. Il ne s'agit pas d'une position pour l'ensemble. Mais combien d'individus a-t-on dénombré? On en a dénombré 29, n'est-ce pas, dont environ une vingtaine sont complets. Et alors vous avez des vestiges, des membres, des vestiges de membres, de queue. Mais comment explique-t-on cette accumulation extraordinaire d'individus dans une surface en fait extrêmement restreinte, un volume très restreint dans ce charbonnage? Oui, différentes hypothèses avaient été avancées et la plus ancienne était celle de l'ancien directeur du musée, c'était M. Dupont. Et M. Dupont avait prétendu que le site correspondait à une vallée, c'était la vallée bernissartienne, et ça cadrait excessivement bien avec l'ensemble de la découverte. Il avait
supposé qu'une crue avait dévalé, c'est le cas de le dire, dans la vallée et avait surpris l'ensemble des iguanodons au fond du site. Cette hypothèse a été abandonnée pour de multiples raisons et entre autres tout simplement parce que la théorie de M. Dupont de la vallée bernissartienne est elle-même dépassée. Oui, quelles sont les idées modernes? Les idées modernes sur la question. C'est qu'il y aurait eu des modifications du degré hygrométrique. L'iguanodon était un animal vivant, un reptile donc, et ainsi un peu qui le terme, vivant en un milieu excessivement chaud, ou en tous les cas relativement chaud, et il y aurait eu une période de sécheresse qui aurait succédé à une période d'humidité, et nos braves iguanodons auraient été pris dans le marais, n'est-ce pas, desséché. Ça expliquerait d'ailleurs peut-être la présence de ces deux espèces qui, au point de vue zoologique, est une chose assez surprenante. Surprenante, oui. Parce que peut-être que les points d'eau se diminuant, se rétrécissant, il y a eu plusieurs espèces différentes qui se sont agglomérées. Oui, c'est exact. Oui, parce que l'iguanodon mantelli était évidemment une espèce qui n'avait probablement pas tout à fait le même mode de vie que l'iguanodon bernissage. Oui, c'est d'autant plus étrange alors qu'on les ait retrouvés. Exactement, qu'on les ait retrouvés ensemble. Oui. Ces images, extraites de l'admirable Fantasia de Walt Disney, évoquent un drame similaire. Parmi les nombreux dinosauriens qui marchent ici vers un destin tragique, il n'y a pas d'iguanodon à proprement parler, car l'action se passe en Amérique du Nord, mais seulement quelques-uns de leurs proches parents, des cousins d'Amérique en quelque sorte, comme le tracodon à bec de canard qui était plus franchement aquatique, et d'autres si spécialisés pour vivre au fond de l'eau qu'ils avaient sur la Terre une sorte de schnorkel de sous-marin, afin d'emmagasiner de l'air pour la plongée. Voici donc les iguanodons montés dans une position bipède. Je voudrais que vous nous disiez comment on est arrivé à cette conclusion. On les avait représentés jusqu'alors en position quadrupède. Comment sait-on que ces animaux couraient debout et non pas à quatre pattes? Comme vous vous en doutez, la conception de la bipédie n'a pas été une conception immédiate. C'est Huxley, Thomas Huxley, qui a eu l'idée de rapprocher le bassin de l'iguanodon d'un bassin d'oiseaux. Et en accord avec la station bipède de l'oiseau, on a accordé à l'iguanodon une station bipède. Mais il y a d'autres indices, entre autres ses pattes à trois doigts. Oui, qui ressemblent très fort à des pattes d'oiseaux coureurs comme l'autruche. Et ses membres antérieurs, sa main, qui est typiquement une main préhensile. Ces dents sont des dents du type, ce que nous appelons spatuliforme, donc en forme de spatule. Ce sont des dents caractéristiques d'un régime herbivore. L'iguanodon se nourrissait plus probablement de fougères géantes, de fougères arborescentes et peut-être de pins. Et comment les attrapait-il? On ne sait rien sur sa langue, par exemple? Si, l'iguanodon a une langue préhensile. C'est d'ailleurs à M. Dollo qui revient l'honneur d'avoir mis cette particularité en évidence. La mâchoire inférieure présente une espèce de trou par lequel la langue cylindrique devait probablement se glisser. Et on en a déduit que l'iguanodon possédait un régime alimentaire et un mode d'alimentation d'ailleurs proche du mode d'alimentation de la girafe. Oui, qui a également, ou comme l'ocapi, qui ont une langue préhensile cylindrique. C'est cela. Et il avait également un bec, n'est-ce pas? Oui, un bec corné, particulièrement développé à la mâchoire inférieure. Bon, nous savons en présence que mangeait l'iguanodon, mais est-ce qu'il lui arrivait parfois d'être mangé à son tour? L'iguanodon était un herbivore, donc fatalement devait lui correspondre des prédateurs. Ses ennemis étaient donc des carnassiers, entre autres le mégalosaure, dont nous possédons une phalange.
Mais est-ce que l'iguanodon ne pouvait pas se défendre contre les animaux? Il avait des moyens de défense puissants. D'abord, ne fût-ce que sa masse. C'était un animal respectable. Il mesurait une dizaine de mètres de longueur, il mesurait 5 mètres de haut. Donc, ne fût-ce déjà que par son volume, il éliminait un certain nombre de carnassiers. Un volume qu'on peut évaluer à... Oh, je l'évaluerais de l'ordre de plusieurs tonnes. Oui. À côté de ça, il a d'autres moyens de défense. D'abord, sa queue. Il a une queue excessivement volumineuse, très puissamment musclée probablement, qui devait servir et qu'il devait utiliser dans la lutte. D'autres moyens encore, l'éperon par exemple, son éperon du membre antérieur, qui devait faire office de stylet. Cet éperon était en fait son pouce. Son pouce, c'est exact. Et c'est ce pouce, cet éperon, que les paléontologues du siècle dernier avaient planté sur le nez de l'animal comme une corne de rhinocéros. Et enfin, le moyen de défense le plus, disons, le plus facile, la fuite. C'est le moins noble, mais enfin, c'est le moyen le plus aisé. L'animal pouvait fuir rapidement devant son prédateur, devant son carnassier. Sur quoi s'est-on fondé pour pouvoir déterminer le mode de locomotion de l'iguanodon? On a trouvé différentes sortes d'empreintes. D'abord, l'empreinte de l'animal au repos. Ce sont donc, n'est-ce pas, les empreintes des deux pattes et à l'arrière, l'empreinte de la queue, de telle sorte que l'animal reposait sur une espèce de trépied. Ceci est donc la position au repos. La position en marche, l'animal levait fatalement, légèrement la queue, et d'ailleurs les empreintes en font foi, et alors en course, l'animal levait complètement la queue, et on a conservé uniquement les empreintes donc des deux pattes. Oui, de l'extrémité des doigts. De l'extrémité même des doigts sur lesquels l'animal s'appuyait. Nous savons donc à présent que l'iguanodon avait la silhouette non d'un rhinocéros, mais plutôt celle d'un kangourou. Mais qu'on ne s'y trompe pas. La structure de ses membres postérieurs montre qu'il ne bondissait pas comme un kangourou, en faisant ressort sur ses pattes jointes. Il courait plutôt en déplaçant alternativement les pattes comme une autruche, mais une autruche qui aurait eu une queue de kangourou pour balancier plutôt que des ailes. En fait, certains lézards actuels, comme le lézard à collerette d'Australie, courent toujours comme l'iguanodon, dressés sur leurs pattes de derrière. Le basilic le fait aussi quand il est très pressé, et même certains lézards de l'ouest des États-Unis, qui se passent très bien de ses pattes de devant pour courir, et même pour bondir. Alors, il ne nous reste, je crois, qu'à brosser une sorte de tableau de l'ambiance iguanodon. Dans quel cadre vivait l'iguanodon? Il vivait dans comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vivait dans un milieu marécageux, une atmosphère probablement chaude, très chaude même, saturée probablement en humidité. Disons un mot... Dans le paysage, qu'est-ce que nous plantons comme parler, végétation? disons comme flore d'accompagnement, disons d'énormes fougères arborescentes, oui. Disons quelques pins, relativement très peu. 1 ou 2 kilomètres plus loin, on a trouvé des pins. Ici, je pense que la flore d'accompagnement était essentiellement représentée par des fougères arborescentes. Et quels animaux vivaient également dans ce même milieu? Comme je vous l'ai dit, le fameux carnassier, le mégalosaure, oui, dont nous possédons une phalange. Disons, comme faune d'accompagnement, les crocodiliens, 2 types de crocodiliens, dont je citerai les noms à titre simplement de mémoire, le Goniopholis et le Bernissartia. Qui étaient de petits crocodiles. Relativement petits, leur taille va de 60 cm à 2 mètres environ. Et on a trouvé, je crois également, des petites tortues. On a trouvé de petites tortues, oui, appartenant à 2 catégories différentes. Et un petit batracien. Et un petit batracien, l'Iliobatrachus crouy, un urodèle, donc de forme assez proche au fond du triton. Bien entendu, on n'est pas passé d'un seul coup de l'antique croquis de Gideon Mantle aux reconstitutions modernes de l'iguanodon. En 1910, l'Allemand Matschi le représentait encore lourdeau, avec l'arrière-train traînant par terre, et l'Anglais Smith lui prêtait d'énormes écailles de crocodile. En 1924, le grand paléontologue allemand Othenio Abel se rapprochait déjà des conceptions actuelles, peau plus lisse et silhouette beaucoup plus élancée. Mais tout le monde ne s'accordait pas encore sur le mode de vie de l'iguanodon, semblable peut-être
à celui de ses cousins aquatiques. En 1949, Wilfart croyait encore qu'il vivait dans l'eau, au fond de laquelle il se serait promené. Les études les plus poussées, celles surtout qui ont été faites à l'Institut de Bruxelles, sous la direction du docteur Edgar Casier, ont permis en fin de compte de produire une reconstitution de l'iguanodon conforme, je n'oserais pas dire à la vérité, les monstres du Crystal Palace nous engagent à la prudence, mais conforme en tout cas à nos connaissances actuelles. La morale de cette histoire, c'est que notre science est toujours fragile, provisoire. Ne nous moquons pas de celle des anciens qui faisaient ce qu'ils pouvaient, si nous ne voulons pas qu'un jour on se moque de la nôtre.